Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Les débats est désormais clos autour du prétendu diamant de 233 carats en provenance de la province de la Chuapa. Le CEC, les centres d'analyse et d'expertise de minerais à trancher. C'est info, vous suivrez dans ce journal le directeur général du CEC, Pascal Niembo. Tout d'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser tout à l'heure à la nation, tout naturellement, sur l'état d'urgence sanitaire, le 6e du genre, qui se clôture en principe ce 21 juillet 2020. Les pourparlers évoluent positivement entre l'Éthiopie, l'Égypte et les Soudans autour de la problématique du grand barrage de la Renaissance. Les bureaux de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui assure la médiation s'est à nouveau réuni ce mardi pour une rencontre extraordinaire sur la question. Le chef de l'État, premier vice-président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à ces échanges. Reportage Patrick Michel Moukoui. Avec ses 6700 km de long, le Nil est considéré comme la première ressource en eau d'Afrique. Plusieurs pays qui le traversent mettent à contribution son potentiel pour assurer leur développement. Mais depuis un temps, un problème divise Éthiopiens, Égyptiens et Soudanais. Il s'agit de la construction par l'Éthiopie du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu qui, selon l'Égypte, menace la capacité de la centrale hydroélectrique d'Assouan qui soutient son économie. Saisie de la situation, l'Union africaine a initié une série de discussions pour arrondir les angles et éviter une crise. Ce mardi, le bureau de la conférence de chefs d'État et de gouvernement s'est réuni de nouveau pour une rencontre extraordinaire sur la question. D'entrée de jeu, les experts de l'Union africaine ont présenté le rapport de précédentes discussions avant les déclarations des chefs d'État et de gouvernement impliqués dans la problématique du barrage de la Renaissance. Le président égyptien, le premier ministre éthiopien ainsi que le premier ministre du Soudan se sont tour à tour exprimés sur la question. Le président de la République démocratique du Congo et premier vice-président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également pris part à ces discussions sur vidéoconférence conduite par le chef de l'État sud-africain et président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa. L'Égypte réclamait au départ des pourparlers que les remplissages du réservoir du barrage de la Renaissance soient étalés sur 8 ans pour minimiser la baisse temporaire du niveau du fleuve. L'Éthiopie, elle, proposait 4 ans. Depuis, les discussions ont suffisamment évolué grâce à la médiation de l'Union africaine. Les conclusions de la réunion de ce jour seront très déterminantes pour le maintien de la paix sociale dans cette partie du continent. Direction la Chambre haute du Parlement congolais, 3 projets de loi portant ratification des accords de crédit conclus entre la République démocratique du Congo et l'Association de développement ont été présentés et défendus aujourd'hui au Sénat par le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, devant les élus des élus. Ces accords signés au mois de juin dernier sont évalués à 850 millions de dollars américains. On fait le point avec Eugénie Dada-Chabani. Projet de loi d'une valeur de 850 millions de dollars conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement pour améliorer la santé, l'éducation et restaurer la paix durable dans l'Est du pays était présenté par les ministres des Finances au Sénat, José Sélé Yalagouli, et adopté par les sénateurs. C'était au cours de la séance plénière ce mardi 21 juillet 2020 au Sénat sous la présidence de l'honorable Alexis Tambou Mwamba, le président de la Chambre haute du Parlement. Le Sénat a voté ce projet de loi. Je signale que ces 3 projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale. Mes sincères félicitations. Auparavant, le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, a fait l'économie de ces 3 projets de loi. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit d'un montant de 121 millions de dollars conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre des 4e financements additionnels du projet de développement du système de santé pour améliorer les résultats de santé. Le 2e projet de loi est celui autorisant la ratification de l'accord de crédit du 2 juin 2020 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du 2e financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. La hauteur du crédit est de 285 millions de dollars. Et puis le 3e projet de loi autorisait la ratification de l'accord de crédit de 444 millions de dollars
au titre de projet d'urgence sur l'efficacité et le renforcement du système éducatif. Après la présentation de ces 3 projets de loi, les sénateurs Vicky Katumwa, Aguito, Bakomito, Ekanga, Mokolo et autres ont exprimé leur inquiétude sur les critères des choix des provinces bénéficiaires, sur la viabilité des STAREC et des fonds sociaux de la République chargés de la gestion de ces fonds, et enfin, la prise en compte ou non de toutes les provinces de l'Est du pays pour financer la restauration de la paix. À ce sujet, le ministre des Finances a répondu aux préoccupations des sénateurs en ces termes. Le ministre des Finances, il est gouverneur du pays auprès de la Banque mondiale, et à ce titre, c'est lui qui conduit les négociations. Conformément au texte, nous devons être respectueux des textes qui nous régissent. Le gouvernement comprend un certain nombre de ministères chargés des questions sectorielles. Et logiquement, la politique impartie à chaque ministère doit faire l'objet de respect, même si nous sommes dans une dynamique de solidarité gouvernementale. Ce n'est pas au ministre des Finances d'aller dire « Monsieur le ministre de la Santé, puisque c'est moi qui vais négocier, faites ceci, mettez dans ma province », par respect au texte. Cette séance s'est clôturée par l'annonce de la clôture de la session prévue ce mercredi, toujours à l'hémicycle du Sénat. Les mesures économiques prises récemment par le gouvernement de la République souffrent d'application sur le terrain. C'est ce qui explique le frémissement constaté sur le taux d'échange, déclaration faite par le vice-premier ministre, ministre du Budget, à l'issue de la réunion des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Françoise Bouela. Le 21 juillet 2020, ce jour de la fin de l'état d'urgence sanitaire, ne signifie pas la fin de la maladie. La maladie Covid-19 continue et cette maladie-là ne s'est pas arrêtée. L'état d'urgence qui a été décrété, qui sera levé par le chef de l'État, ne veut pas dire la fin de la Covid. Parce que les chiffres, même s'il y a un petit ralentissement de l'évolution de Covid-19, mais les chiffres sont quand même importants. Il faudra dès lors que chacun de nous continue à observer les gestes barrières. Réunis ce mardi autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, les participants à cette réunion sont conscients que les mesures économiques prises par l'exécutif central contre la crise n'ont pas encore totalement produit des résultats. C'est ce qui explique l'inflation sur le marché. Nous avons constaté que les efforts fournis par le gouvernement et la Banque centrale dans le domaine de la stabilisation de notre monnaie nationale n'ont pas encore atteint la majorité. Et nous continuons à espérer et nous mettons les bouchées doubles pour y arriver. Parce qu'il s'observe à ce jour quelques frémissements sur le marché de taux de change, ce qui implique l'augmentation des produits, surtout des denrées de première nécessité. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement, le Premier ministre a instruit la Banque centrale qui pilote le secrétariat technique qui a élaboré les mesures d'encadrement des effets pervers de la Covid-19 de préparer très rapidement l'évaluation de toutes ces mesures-là pour qu'on puisse apprécier, voir lesquelles proroger et lesquelles arrêter. Certes, la crise est profonde, raison pour laquelle le gouvernement lance un appel à la conscience de la population de pouvoir s'adapter à vivre avec la Covid-19. Parlons encore budget dans ce journal, la 8e édition du séminaire d'orientation budgétaire, exercice 2021. Les politiques publiques à exécuter par les gouvernements de la République avec l'appui de la société civile sont au cœur des travaux qui ont ouvert leurs portes ce matin, nous dit Rikin Zuziloya. Transparence, redevabilité et participation citoyenne. Maître mot des consultations pré-budgétaires lancées ce mardi par le vice-premier ministre et ministre du Budget, Jean-Baudouin Mayo Mambeke, qu'accompagnait son vice-ministre Félix Momate Kitenge et d'autres membres du gouvernement. La 8e édition du séminaire d'orientation budgétaire est la première du genre, tenue
pendant une période sensible, celle de l'état d'urgence avec le coronavirus qui impose l'observation stricte des mesures barrières. Cette session donc aura l'avantage pour les parties prenantes de pousser loin leurs réflexions sur la délibération de choix, options et orientations des politiques publiques à mettre en exécution par le gouvernement. C'est pour la loi des finances 2021 et le cadre budgétaire triennal 2021-2023. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a mis sur pied un programme d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 pour contenir les effets néfastes de cette pandémie et jeter les bases de la reprise économique nécessaire à une programmation budgétaire solide, susceptible de relever les défis du pays. Avec la participation active de la société civile et l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Profit Congo, ces échanges et propositions feront du budget un processus entre les parties, surtout que la pandémie du Covid-19 a anéanti beaucoup d'efforts dans le secteur économique et financier du pays. Les ressources vont être amenuisées. Cette difficulté a poussé donc la société civile à pouvoir suggérer au gouvernement de véritablement prendre des mesures efficaces pour réduire les trains de vie des institutions publiques. Lutter contre le gaspillage des ressources, nous suggérons que la rémunération au niveau du personnel politique à la présidence de la République soit rationalisée. Nous demandons un effort national aux élus et au personnel politique des ministères pour pouvoir contribuer à ce que des moyens puissent être trouvés. Les secrétaires généraux de l'administration publique, les experts du gouvernement, les membres de l'ECOFIN des deux chambres du Parlement, les partenaires techniques et financiers, les directeurs généraux des régies financières, officiers des phares d'essai de la police nationale congolaise sont participants au séminaire d'orientation budgétaire qui va clôturer ses travaux le jeudi 23 juillet 2020 et suivi le mois prochain par des conférences budgétaires selon la nouvelle loi sur les finances publiques. Et puis la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu ainsi que la légitimité de certains chefs coutumiers dans la province du Kasaï central, des sujets abordés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankonde, avec les délégués de ces provinces venus lui soumettre leurs préoccupations, nous dit Nadine Yangou. La situation sécuritaire dans le Kivu et les conflits entre les exploitants artisanaux et la société CMB concernant les champs dans la province de l'Ituri posent un problème. Alertés de cette situation, les députés du Kivu ont sollicité l'appui du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kankonde Malamba pour régler ces conflits. Nous avons surtout discuté de la circulaire signé par le gouverneur de la province du Nord Kivu en 2016, restreignant le mouvement des populations, la circulation de la population dans la province du Nord Kivu en ce qui concerne ceux qui allaient chercher des champs dans la province de l'Ituri. Avec le caucus des députés du Kasaï central, il était question de la reconnaissance de la légitimité de chefs coutumiers, question qui divise cette province. Nous n'avons pas relevé ici en fonction des animateurs, mais nous avons plutôt évoqué la question de réflexion à faire parce que le régime passé, nous avons connu plusieurs animateurs. Nous ne voulons plus que ça se répète, mais nous avons voulu qu'avec le chef de la territoriale et en même temps les députés provinciaux, députés nationaux et sénateurs, que nous puissions, et d'autres notables, nous puissions engager une réflexion profonde pour le développement du Kasaï central avant d'avoir les idées sur des animateurs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, était attentif à leurs doléances et promet d'y apporter des solutions.
Et puis Téné, la Belgique célèbre aujourd'hui, donc ce 21 juillet 2020, la fête nationale. À cette occasion, Juliana Lumumba, fille de Patrice Emery Lumumba, héros national, vient d'adresser une lettre ouverte demandant au roi des Belges la restitution des restes de son père pour un enterrement digne au pays. Joël Lungenza et Yolande Voka ont couvert pour vous ces reportages. Le 30 juin 2020, la RDC célébrait le 60e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, la Belgique, pays colonisateur, avait exprimé à travers un message de son roi ses regrets pour les atrocités commises pendant toute la colonisation avec l'État congolais et sa population. Ce 21 juillet, à l'occasion de la fête nationale belge, Juliana Lumumba, l'un des enfants du héros national Patrice Emery Lumumba, de rompre avec le silence concernant les restes de leur père. J'ai la certitude maintenant que les restes se trouvent sous scellés au palais de justice. Parce que vous avez entendu parler de cette histoire un peu macabre et ignoble. Le personnage belge qui était parmi les dernières personnes qui avaient torturé et soi-disant découpé mon père en morceaux, il se vantait d'avoir gardé 2 dents. Après, il s'est rétracté en disant qu'il les avait jetés. Ce monsieur est décédé. Mais c'est sa fille à qui on a demandé, et elle a montré ces 2 dents qu'elle gardait, et c'est comme ça qu'ils ont été pris et mis sous scellé au palais de justice. Au nom de la famille Lumumba, dans une lettre ouverte adressée au roi de Belge, elle exige réparation en demandant à la Belgique de restituer les restes de leur père. Nous réclamons que les restes de notre père, qui sont au palais de justice, séquestrés au palais de justice en Belgique, soient restitués, pour qu'on puisse enfin enterrer notre père dignement. Ce dossier traîne encore au niveau de la justice belge, a-t-elle précisé. Juliana Lumumba espère un dénouement de ce qu'elle place dans le cas des contentieux belgo-congolais. Vous l'avez suivi, la famille Lumumba demande réparation et justice. Et puisque nous parlons de la justice, c'est communiqué de la justice militaire. Il est demandé au major magistrat Bata Drani, matricule 1 57 97 41 822 16, président du tribunal militaire de garnison de Badolité, actuellement en séjour à Kinshasa, de se présenter ce mercredi 22 juillet 2020 à 10h précises au cabinet du premier président de la haute cour militaire faite à Kinshasa. Le 20 juillet 2020, le premier président de la haute cour militaire, Mutombo Katala Etienne Joseph, lieutenant général. Le genre à l'Assemblée nationale se porte bien et même très bien, assurance faite par la première vice-présidente de la commission genre, enfants et famille, à la ministre du genre, Béatrice Lomea, au sortir d'une réunion d'évaluation. Explication Yvette Makuntima. Ces premiers contacts entre la commission genre, enfants et famille de l'Assemblée nationale et la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Lomea-Tilité, a permis d'établir un cadre permanent d'échange sur les matières communes. L'exécutif et les législatifs trouvent ici un dénominateur commun pour avancer l'agenda genre. La commission genre de l'Assemblée nationale, c'est la production de lois et le contrôle parlementaire, mais par contre le gouvernement, c'est l'exécution. Mais néanmoins, la matière qui nous lie étant la femme, les familles, les enfants, disons les genres, parce que nous ne voulons pas mettre les hommes de côté, c'est une question qui nous prend tous à cœur et qui demande à ce que les 2 institutions travaillent de concert pour résoudre tant soit peu les problèmes des uns et des autres. Les genres à l'Assemblée nationale, nous pouvons dire qu'ils se portent bien, quand bien même il y a encore beaucoup à franchir, parce que nous n'avons même pas encore atteint les 30%. Tant de crier, mais nous allons y arriver. Les femmes doivent travailler et travailler pour pouvoir mériter ce qu'elles doivent avoir. Un travail qui va se faire dans le respect des prérogatives de chaque institution, avec comme effet l'efficacité dans les actions à entreprendre sur les genres. Et puis, comme annoncé dans les titres, parlons de ces vrais faux diamants de 233
carats. C'est le poids de l'air d'une pierre en provenance d'Ikela. Nous sommes dans la province de la Chuapa, que son propriétaire passait pour un diamant après contrôle et analyse hier par le Centre d'expertise et d'analyse des substances minérales et semi-précieuses CEC. Il n'en est pas le cas, les détails dans ce reportage. Sous le regard du gouverneur de la Chuapa, des sénateurs, de députés provinciaux, de notables de la province et surtout du propriétaire Gaston Lifuku, la certification et l'identification de la pierre trouvée à Ikele se sont déroulées en toute transparence. Conduit de main de maître par le directeur général du CEC, maître Pascal Nyembo Muyumba, cet exercice plutôt pédagogique a levé toute trace de doute. Aucune étape n'a été évitée. Tout commence par le poids de la pierre. Après la pesée, la machine affiche 233,719 carats. Un appareil à la pointe de la technologie doit déterminer s'il s'agit d'un diamant ou pas. Après test, il s'avère que la pierre d'Ikele n'est pas un diamant. Sous la houlette de maître Pascal Nyembo Muyumba, le technicien passe à un deuxième test dit stylo de Burazin. Étant la pierre la plus dure qui existe, le diamant ne laisse pas d'égratignures quand on gratte sur lui. Et contrairement à ce principe, la pierre d'Ikele, elle, laisse des traces. Et pour en avoir le cœur net, le CEC passe un troisième test de la loupe. Le résultat est sans appel. Il ne s'agit pas d'un diamant. En véritable professeur, maître Pascal Nyembo va enseigner ses hôtes sur les propriétés du diamant. Le DG du CEC, exemple à l'appui, va montrer au gouverneur et à sa suite d'autres pierres similaires à celles trouvées à Ikele et qui ne sont pas de diamants. Le doute est dissipé, le CEC va répondre à une autre question. S'il n'est pas un diamant, alors de quelle pierre s'agit-il? Vite, les experts sont mis à contribution. La pierre est déposée sur un microscope. Le résultat ne tarde pas, il s'agit d'un verre taillé. Et pour éviter des interprétations, le CEC va exceptionnellement lever l'option de restituer la pierre à son propriétaire dans une cérémonie solennelle. La pierre est emballée dans un sachet inviolable et maître Pascal Nyembo l'a remise au gouverneur de la Chuapa, qui à son tour l'a restitué à son propriétaire. Face à l'évidence de la science, Gaston Lifuku ne pouvait que se plier. Ce n'était pas du tout du diamant. Après analyse du CEC, on a compris que c'était une pierre tout autre. Le DG du CEC a pour sa part fustigé la politisation de ce genre de dossier qui est purement technique. Mais lorsque les sénateurs sont derrière, les députés derrière, tout le monde, toutes les autorités politiques, mais ça ne va pas. C'est un travail technique. Quand nous avons fait ça, qu'est-ce qu'il y a de politique là-dedans? C'est un travail technique. Voilà, le CEC a tranché lutte contre le coronavirus. L'ambassade de la République sœur du Congo-Brazzaville à Kinshasa vient d'être désinfectée. À cet effet, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a remis un certificat de conformité à l'ambassadeur de ce pays, Lopez Kakuba. Désinfection obligatoire des établissements humains, le ministre de l'Environnement Claude Nyamuga Bobaziboué en action à l'ambassade de la République du Congo, c'est mardi 21 juillet 2020 pour la désinfection, dératisation et désinsectisation. Pulvérisateurs, fumigateurs et autres matériels mis en contribution pour cette tâche civique qui répond à la circulaire signée récemment par le ministre Claude Nyamuga Bobaziboué appelant à une désinfection obligatoire de tous les établissements humains. Le ministre de l'Environnement rappelle que ces jours rêvaient trois portées principales. L'ambassadeur du Congo m'a saisi par écrit pour solliciter les services de la direction d'assainissement du ministère de l'Environnement. Cela signifie que l'ambassadeur respecte les lois et les règlements du pays qui le reçoit. Et je voudrais les féliciter pour cela, qu'il observe nos lois et nos règlements. Je voudrais donc inviter les autres chancelleries aussi à faire de même pour protéger les diplomates ainsi que tous les personnels locaux qui œuvrent au sein des ambassades à Kinshasa. Le ministre a également confirmé que l'ambassadeur congolais Clément Yandoma veut protéger tous les diplomates et conseillers qui travaillent dans cette ambassade en leur offrant un millier sain. Nous avons été très honorés de la présence de son Excellence Monsieur le ministre de l'Environnement qui a bien voulu nous assister dans ces conditions de travail. Que cela dénote des relations excellentes qui existent entre
la République démocratique du Congo et la République sœur du Congo. Un certificat a été remis à l'ambassadeur pour attester que les locaux ont bel et bien été désinfectés. Des travaux qui ont duré une seule journée au regard de l'expérience et du savoir-faire du personnel de la direction d'assainissement du ministère de l'Environnement et Développement durable. Toujours au chapitre de la santé, des kits sanitaires et des produits de première nécessité, en tout cas c'est l'essentiel, du don remis par la Mutuelle de santé et solidarité chrétienne à l'hôpital général de Kikanda et l'orphelinat Mama Lufuma. Nous sommes dans la province du Congo central. Lisette Mujinga. Solidarité chrétienne poursuit avec ses activités dans les soucis de venir en aide aux plus démunis. Dernièrement, la délégation de cette mutuelle que coordonne Anastasie Yvette Mouika s'est rendue à Matadi dans la province du Congo central. Objectif, soutenir le plus démuni pendant cette période difficile causée par la pandémie du coronavirus qui a bouleversé la situation économique de plusieurs pays, y compris la République démocratique du Congo. Première étape de la sensibilisation, l'endroit où elle était logée dans la commune de Kinkanda. Elle a procédé à la remise de masques et de désinfectants, non seulement aux travailleurs, mais aussi aux clients. Question de les encourager à respecter les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires pour éviter la propagation de cette maladie du siècle. Deuxième étape, l'hôpital général de référence de Kinkanda, où plusieurs centaines de malades étaient satisfaits de cette initiative. Cerise sur les gâteaux, outre les gels désinfectants et les masques, place à la remise des dons composés des sacs de riz, des semoules, des cartons de savon et du lait. Et c'est pour assister les patients de cette formation médicale et surtout les femmes qui ont accouché. Une initiative saluée manifestement par les malades et les responsables de cet hôpital qui ont promis d'accompagner ces genres d'initiatives. Faire ce qu'on a pu avec l'épée que Dieu nous a donné, on a dit, on a fait à Kinshasa, pourquoi pas au Congo central. Pour boucler la boucle, Anastasie Yvette Mouika est descendue personnellement encore sur les terrains à Kikanda, plus précisément à l'orphelinat Mama Lufuma, pour les soutenir tant soit peu avec les masques, les désinfectants, les vivres et non-vivres. Elle était marquée par une jeune fille dénommée Christelle qui a perdu toutes ses deux jambes lors d'un accident de circulation. Prime des risques professionnels ouvriers, en tout cas c'est le cri de cœur lancé par les syndicats des infirmiers du Congo qui a été reçu aujourd'hui par le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo. Les détails dans ce reportage. Une délégation des syndicats des infirmiers a rencontré ce mardi 21 juillet 2020 le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, en son cabinet de travail. Au centre des échanges, l'alignement des infirmiers à la prime des risques. Je ne suis pas seulement ministre de médecins, je suis là pour tous les professionnels de santé. C'est par ces mots que le patron de la santé des Congolais, Eteni Longondo, a rassuré le syndicat des infirmiers de son implication dans cette situation liée à la prime des risques. C'était en présence du vice-ministre de la Santé, du secrétaire général à la Santé, de l'inspecteur général de la Santé, que les représentants des infirmiers ont exprimé leur inquiétude quant à leur situation vu qu'ils se sentent victimes d'une injustice. Pour la représentante du collectif des syndicats des infirmiers, elle s'est dit très inquiète du fait que ce ne sont que des médecins qui sont pris en considération, raison pour laquelle certains d'entre eux ont utilisé les réseaux sociaux pour exprimer leurs requêtes afin d'attirer l'attention des autorités du secteur pour que leur situation soit décantée au niveau du ministère du Budget. En bon père de famille, le ministre Eteni Longondo a affirmé qu'il va se battre pour que ses interlocuteurs obtiennent gain de cause. Signalant par ailleurs qu'une prochaine rencontre du genre est prévue dans les prochains jours afin de bannir toute divergence. Situation sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi que la situation sanitaire que connaît la RDC. Voilà les quelques points abordés entre le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en poste à Kinshasa. Reportage. Après avoir mis à la disposition de ses interlocuteurs un arsenal documentaire comme outil de travail nécessaire pour une bonne gestion des entreprises publiques, Clément Kouété a dégagé la situation de la RVA dont l'outil de production est déjà vétuste et qui s'est détérioré davantage. Il cite également les conventions collectives budgétivores, les niveaux élevés des dettes sociales, fiscales, financières et commerciales, menaçant ainsi la santé de l'entreprise. Face à cette situation, les patrons du portefeuille congolais invitent la nouvelle équipe d'administrateurs d'avoir une vision managériale et une stratégie opérationnelle appropriée afin de rendre la RVA compétitive.
Pour sa part, Bienvenu Liota, le nouveau président du conseil d'administration, a rassuré la disponibilité de son équipe de mettre en pratique des sages conseils du ministre du portefeuille et va relever les défis de voir la RVA revêtir de sa nouvelle robe et jouer efficacement son rôle de pourvoyeuse de recettes nationales en dépit des difficultés auxquelles font face toutes les entreprises en cette période de Covid-19, sans recourir au licenciement des effectifs. Et pour y arriver, le ministre du portefeuille a exhorté la nouvelle équipe d'être investive. Nous l'avons écouté, nous avons pris bonne note de tous les conseils et les orientations qu'il nous a donnés. Et nous lui avons promis que nous allons travailler la main dans la main et nous reviendrons régulièrement lui faire rapport de ce que nous sommes en train de faire au niveau de notre entreprise. Rappelons qu'au terme de l'ordonnance numéro 020/54 du 8 juin 2020, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé les membres du conseil d'administration et de la direction générale de la RVA, parmi lesquels Bienvenu Liota et PCA, Bilengi Abdallah et William Pambou, respectivement DG et DGA. Vous l'avez suivi, la RVA, la Régie des voies aériennes, est appelée à monter une politique de travail autre que celle du passé pour faire face à la compétitivité. Et nous revenons sur ce reportage de l'UDPS. Depuis son installation à RDC, l'ambassadeur de Grande-Bretagne poursuit des consultations sur le plan politique. Il a rencontré justement aujourd'hui les responsables de l'UDPS, notamment le président intérimaire Jean-Marc Kabunda. Après la visite de plusieurs cadres politiques, l'ambassadrice du Royaume-Uni auprès de la République démocratique du Congo, Emily Maltman, est venue s'enquérir de la situation politique qui traverse notre pays auprès de Jean-Marc Kabunda en sa qualité de coordonnateur du CACH et président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS dans son cabinet de travail ce lundi 20 juillet 2020. Accompagné d'Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, Jean-Marc Kabunda et Emily Maltman ont échangé sur la tension politique entre les deux partis de la coalition au pouvoir, l'insécurité à l'est de la République, la crise sanitaire de l'épidémie à coronavirus. Au sortir de ces riches entretiens entre les deux personnalités, la diplomate britannique a promis le soutien du Royaume-Uni aux institutions démocratiques en RDC. Je suis venue aujourd'hui pour rencontrer le chef de parti UDPS pour échanger sur la situation et de mieux comprendre un peu les stratégies, les idées politiques, parce que je suis nouvelle dans le pays pour bien échanger de la situation. Pour la RDC, on va continuer notre soutien pour la population en RDC. La diplomate anglaise avait quelques jours avant rencontré les cadres des plateformes politiques FCC. L'initiative vise de ramener le décan dans un même navire. Juste après, l'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC a été reçu au PPRD. Emily Maltman a échangé avec le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, Ramazani Chadari, sur les enjeux politiques de l'heure. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire général du PPRD, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, Emily Maltman, est allé rendre une visite de courtoisie à l'exécutif national du parti cher à Joseph Kabila Kabange depuis son accréditation il y a peu en RDC. L'occasion était fort belle pour les deux personnalités d'évoquer sans détour les questions de l'heure en République démocratique du Congo. On a partagé sur la situation politique, aussi la situation sur le Covid, dans la situation à l'est du pays. Donc on a parlé un peu de tout ce qui se passe dans le pays actuel et on a échangé sur les grands défis qui continuent et j'ai rassuré que la Grande-Bretagne nous allons faire notre mieux pour aider la population congolaise. Il y a beaucoup qu'on a discuté et c'est important que tous les partis politiques prennent leur rôle et représentent la population et travaillent pour un meilleur avenir pour les Congolais. Grande-Bretagne d'être partenariat pour le Congo et pour la population congolaise. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, a fait à l'intention de son hôte le survol de la marche du pays jusqu'aux dernières élections ayant débouché sur la coalition, avant de préciser que sans faille, le PPRD, mieux le FCC, dont il est parti phare, respecte ses engagements et souhaiterait que toutes les questions soient traitées dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Mesdames et messieurs, c'est par ces notes tristes que nous refermons complètement ce journal.
L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 22h Anita Luamba pour la suite des informations.